Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de Nest.js comme un simple framework. Non, on va aller voir ce qui se cache derrière, la mentalité d'un architecte logiciel. Comment est-ce qu'on passe d'une application qui fonctionne à un système qui est vraiment robuste, un système capable de grandir? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Pensez-y une seconde. Chaque ligne de code, chaque module, chaque service, c'est un chapitre d'une histoire. L'histoire de votre application. L'architecture logicielle, au fond, c'est l'art d'écrire cette histoire pour qu'elle soit cohérente et surtout qu'elle soit prête pour tous les chapitres qui ne sont pas encore écrits. Et voilà la question qui doit nous obséder. Coder une nouvelle fonctionnalité, franchement, c'est la partie facile. Mais concevoir une structure qui va survivre aux changements, aux pics de charge, aux nouvelles exigences, ça, c'est un tout autre défi. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le quotidien d'un architecte, ça commence par un dilemme permanent. Un véritable exercice d'équilibriste. Le but, ce n'est pas de trouver la solution parfaite, qui n'existe pas, mais de trouver le meilleur compromis possible. Et ça passe par ce qu'on appelle les attributs de qualité. On ne parle pas ici des fonctionnalités que l'utilisateur voit, mais plutôt des fondations invisibles. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est fiable? Ce sont les vrais piliers de notre système. Si un seul s'effondre, tout le reste peut suivre. Et voici le cœur du problème. C'est une balance constante. Si on pousse la performance à l'extrême, on risque de laisser des trous dans la sécurité. À l'inverse, une sécurité de type forteresse, ça peut rendre le système hyper lent. Le métier d'architecte, c'est avant tout l'art de faire des choix délibérés et d'assumer ses compromis. Allez, on avance. Passons à cette étape presque inévitable dans la vie d'une application. Ce moment où la simplicité des débuts, elle commence à craquer sous le poids du succès et de la complexité qui s'accumule. C'est le piège classique du monolithe. Au début, c'est super, tout est au même endroit, c'est simple, on va vite. Mais avec le temps, ça devient une sorte de plat de spaghettis géant et indigeste. Les équipes se marchent sur les pieds, le moindre petit changement devient une opération à cœur ouvert, et faire évoluer une seule partie du système, c'est un cauchemar. Alors, comment on démêle ce sac de nœuds? La décomposition, ce n'est pas juste couper à la hache, c'est une vraie stratégie. D'abord, on identifie les grands domaines métiers, par exemple avec le Domain Driven Design ou DDD. Pensez à ça comme séparer la gestion des commandes de la gestion de l'inventaire. Ensuite, on définit des frontières bien nettes pour créer des services autonomes. Et le point crucial, c'est d'établir des contrats de communication super stables entre ces services, souvent avec des DTO, pour qu'ils puissent se parler sans être totalement dépendants les uns des autres. Mais attention, en passant aux microservices, on change de monde. On entre dans un univers distribué. Et ce nouveau monde a ses propres règles du jeu et son propre grand méchant, le réseau. Il faut donc adopter une mentalité complètement différente. Cette phrase, elle est fondamentale. On ne peut plus supposer qu'un appel à un autre service va fonctionner. C'est fini. Il faut partir du principe que tout peut et va échouer à un moment ou un autre. L'architecture doit donc être pensée pour l'échec et non pas en espérant qu'il n'arrive jamais. Notre première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle le pattern de relance ou retry. Si un appel échoue à cause d'un petit hoquet du réseau, on réessaye, tout simplement. Mais pas n'importe comment. On utilise souvent un back-off exponentiel. On attend une seconde, puis 2, puis 4, pour éviter d'inonder un service qui est déjà en difficulté. Mais que faire si un service est vraiment en panne? Continuer à l'appeler, c'est inutile et même dangereux. C'est là qu'intervient le disjoncteur, le circuit breaker. C'est exactement comme celui de votre tableau électrique. Après un certain nombre d'échecs, il saute. Il coupe le courant, il arrête d'envoyer des requêtes et ça protège tout le reste du système d'une panne en cascade. Et le fonctionnement, c'est super malin. Quand tout va bien, le circuit est fermé. Après trop d'échecs, il passe en ouvert. Les appels échouent instantanément, sans même essayer de contacter le service. Puis, après un petit temps, il passe en semi-ouvert. Il laisse passer une seule requête test. Si ça passe, super, le circuit se referme. Sinon, il reste ouvert. C'est un garde-fou totalement automatique. Ok, mais là, un nouveau problème se pose. Si on relance des opérations, comment être sûr de ne pas facturer un client 2 fois? La réponse a un nom, l'idempotence. L'idée, c'est de donner une clé unique à chaque opération. Si le serveur reçoit la même clé une deuxième fois, il ne refait pas le travail. Il renvoie juste la réponse de la première fois. C'est absolument vital pour la fiabilité de ces systèmes. On arrive maintenant à l'un des plus gros maux de tête des microservices, la gestion des données. Comment on s'assure que tout reste cohérent quand les informations sont éparpillées dans plusieurs bases de données qui ne se connaissent pas? Prenons un cas d'école. Le service Commands enregistre une nouvelle vente. Super! Il doit ensuite dire au service Notification d'envoyer un mail de confirmation. Facile, non?
Mais paf, le service de notification est en panne à ce moment précis. Le client a payé, la commande est validée, mais il ne reçoit jamais de confirmation. C'est le scénario catastrophe. La solution est un pattern vraiment élégant, qu'on appelle le Transactional Outbox. L'astuce, la voici. Dans la même transaction de base de données, on enregistre la commande et un message qui décrit l'événement dans une table spéciale, la Outbox. C'est atomique, soit les deux sont enregistrés, soit aucun. Ensuite, un autre petit processus, totalement indépendant, vient piocher dans cette Outbox et envoie les messages de manière fiable. On a donc la garantie absolue qu'un événement n'est envoyé que si la donnée a bien été sauvegardée. Bon, on a conçu, on a découpé, on a sécurisé notre système. C'est génial. Mais comment on sait si on a fait les bons choix? Comment être sûr que notre architecture est fit, qu'elle est en bonne santé? Eh bien, il faut la mesurer. Et pour ça, on utilise un concept génial, les fonctions de fitness architecturale. Au lieu de se fixer des objectifs vagues comme « le système doit être rapide », on définit des règles du jeu concrètes et automatiques. Par exemple, un test qui échoue si le temps de réponse d'un service critique dépasse 200 millisecondes. Ces fonctions, c'est un peu le coach sportif de notre architecture. Elles la maintiennent en forme en permanence. Et le résultat, on le voit dans des chiffres très concrets que les équipes DevOps connaissent par cœur. Une bonne architecture, ça ne se juge pas sur un schéma, mais sur sa capacité à permettre des déploiements plus fréquents, à réduire le temps entre une idée et sa mise en production, et surtout à se remettre d'une panne beaucoup plus vite. Et ce graphique, c'est la preuve par l'image. Avec une architecture monolithique, résoudre une panne peut prendre en moyenne 45 minutes. Avec des microservices bien conçus où les problèmes sont bien isolés, ce temps peut chuter à moins de 10 minutes. Ce n'est pas juste un joli chiffre, c'est du temps, de l'argent et la confiance des utilisateurs qui sont en jeu. Pour conclure, il faut retenir une chose, une architecture n'est jamais terminée. C'est un organisme vivant en évolution constante. Les besoins changent, la technologie progresse. La vraie question, ce n'est donc pas « mon architecture est-elle parfaite aujourd'hui ?», mais plutôt « comment est-ce que je vais la guider pour qu'elle soit prête à affronter les défis de demain ?»